Enregistrement. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, professeur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, merci, merci bien. Alors, nous sommes vraiment très heureux ce soir d'accueillir notre cher maître professeur Toroba Yakuba sur un thème aussi important, tant sur le plan santé publique, ici en Afrique en milieu tropical, mais également notre collègue docteur Souman Al-Fazazi, pneumologue, qui vont nous entretenir sur ce thème qui est la tuberculose. Et nous remercions tous les participants qui sont là en ligne, mais également professeur et docteur Yakuba pour leur acceptation spontanée d'animer ce thème qui nous tient vraiment à cœur. Alors, professeur, nous allons vous laisser la parole et toutes nos excuses pour ce léger retard technique, donc involontaire. Professeur, vous avez la parole. Ok, merci. J'espère que vous m'entendez. Oui, professeur, on vous Vous suit. m'entendez? Oui, on vous reçoit, Ok, professeur. je m'associe à mon prédécesseur pour remercier l'ensemble des participants et surtout les réseaux REPREMAF d'avoir organisé pour cette rencontre dans le cadre de la formation continue et du développement professionnel continu. Aujourd'hui, qui parle de tuberculose parle aussi des trois piliers dont nous adoptons pour prétendre éradiquer la tuberculose à l'horizon 2035. Et c'est en cela que le docteur Soumana Alfazi, qui est pneumologue de son État, du Niger et coordinateur de la national de la lutte, du programme national de lutte contre la tuberculose, et aussi consultant national de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Moi, je pense que l'interlocuteur en face est le mieux placé pour parler de la tuberculose. Et aujourd'hui, il a une grande expertise pour nous parler de cette thématique, notamment la tuberculose en Afrique et ses enjeux et perspectives. Sans trop monopoliser la parole, nous sommes en ligne et nous allons devoir donner la parole à Dr Soumana Alfazazi et de nous faire la synthèse de ce qui nous apporte et à l'ensemble des participants. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci professeur pour l'honneur que vous nous faites de vous parler d'un thème d'actualité qui est la tuberculose en Afrique. Je veux m'excuser d'avance pour ces incidents techniques qu'on a eus avant le démarrage. Et nous allons sans trop tarder vous présenter le plan de notre présentation. Après une brève introduction, nous allons parler des généralités au niveau desquelles on va parler notamment de tout ce qui est caractéristiques, données épidémiologiques, les caractéristiques du germe, avec tout ce qui est par rapport à ces... donc, après, nous allons parler de la pathogénie. Je vais parler un peu du diagnostic, surtout clinique et paraclinique, avant d'aller au niveau des enjeux de la lutte en Afrique et finir avec les perspectives pour bien réussir cette lutte en Afrique. Donc, en premier lieu, je dis bien que la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, contagieuse. Elle est vieille comme l'humanité. Elle est transmissible, elle est mortelle, mais heureusement, il a un traitement. C'est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie du complexe mycobactérie et qui touche surtout les poumons, mais tous les organes peuvent être touchés et toutes les tranches d'âge peuvent être touchées par cette maladie dans le monde, au niveau de l'organisme. Maintenant, qu'en est-il par rapport à des facteurs attribuables? En quelque sorte, au niveau, on a essayé d'identifier 5 facteurs de risque qui fait, surtout en Afrique,
ces facteurs de risque, c'est quoi? C'est surtout la dénutrition, les infections par le VIH, qui sont les lits de la tuberculose, et les troubles liés à la consommation de l'alcool, le tabagisme sous toutes ses formes, que ça surtout avec la nouvelle mode qui est la prise de la chicha, et le diabète. Donc, c'est des facteurs qui sont vraiment des facteurs de risque de développer la tuberculose, surtout en Afrique. Maintenant, quel est l'intérêt de ce thème-là? L'intérêt de ce sujet, c'est surtout que la tuberculose, il reste toujours un problème majeur de santé publique parce qu'il sévit à l'état endémique dans tous les pays du globe. Et environ 30 pays dans le monde sont démontrés être les plus, qui ont la plus forte charge de la maladie. Et parmi ces 30 pays, nous avons malheureusement 17 pays qui sont en Afrique. Et il y a eu un regain d'intérêt. À un moment, on a pensé avoir terminé avec la tuberculose, mais avec la recrudescence de la pandémie du VIH, il y a eu une recrudescence de la maladie. Et jusqu'à la pandémie de la COVID-19, la tuberculose était la principale cause de décès due à un seul agent infectieux devant le VIH. Donc, la COVID-19 est venue et détrôner la tuberculose. Maintenant, toujours par rapport à l'intérêt du sujet, il faut se dire que plus de 500 000 Africains par an perdent leur vie à cause de la tuberculose. Et surtout, si on parle de tuberculose, et surtout maintenant avec l'émergence des formes, la tuberculose pharmacorésistante, on est en face d'un fléau mondial et ça constitue maintenant une menace pour la sécurité sanitaire même. Et en dehors de cela, il faut se dire que la tuberculose a aussi un coût économique. Et chaque année environ, l'économie mondiale est amputée de à peu près 12 milliards de dollars, et dû au fait qu'il y a eu, la tuberculose va entraîner des pertes, des absentéismes au niveau du travail, mais également ça va faire en sorte que les patients ne deviennent plus fonctionnels une fois qu'ils ont la maladie. Maintenant, sur le plan épidémiologique, selon le rapport OMS 2022, environ 10,6 millions de cas ont été estimés en 2021, soit une augmentation de à peu près 4,5% par rapport à 2020. Et environ 1,6 million de personnes ont été décédées suite à la tuberculose. On estime à peu près 450 000 le nombre de cas de tuberculose pharmacorésistant. Et il y a eu également en 2022 la perturbation des services de santé liés à la pandémie du COVID-19. Il faut également noter que les conflits en cours au niveau de l'Europe de l'Est, en Afrique, dans beaucoup de pays, et au niveau du Moyen-Orient, a beaucoup contribué à faire en sorte qu'il y ait une recrudescence de la tuberculose au sein des populations vulnérables, c'est-à-dire que les déplacés, les réfugiés et les migrants. En Afrique, environ 2 400 000 cas de tuberculose ont été estimés, avec une incidence de 212 cas de tuberculose dans le monde. Et par rapport à la tuberculose, à la mortalité, environ il y a eu 31 000 pour 100 000 habitants de décès qui est dénombré en 2021 selon le rapport OMS 2021. Toujours par rapport à la notification, sous les 2 400 000 estimés,
environ 1,5 million ont été notifiés, soit un gap de à peu près 40% des cas de tuberculose non notifiés en Afrique. Il faut au niveau de ce diable, nous constatons que la tuberculose touche le plus souvent les hommes jeunes, surtout les tranches d'âge les plus actifs, ce qui fait que c'est une maladie qui entraîne vraiment des déperditions économiques au niveau de la région d'Afrique. Maintenant, par rapport à la tuberculose multirésistante, à peu près, il y a eu 19 000, à peu près 20 000 cas qui ont été confirmés au niveau du laboratoire. Et pour la tuberculose ultra-résistante, à peu près 907 cas de tuberculose ultra-résistante ont été notifiés. Maintenant, par rapport au succès thérapeutique, il y a beaucoup d'améliorations et surtout, il y a à peu près 87% de succès thérapeutique a été enregistré. Et par rapport à la tuberculose, au traitement préventif, à peu près 61% des patients ont été VIH, chez qui on a écarté la tuberculose, ont été mis sous chimioprophylaxie et 40% des enfants contacts de moins de 5 ans ont bénéficié de cette chimioprophylaxie en 2021. Mais néanmoins, en quelque sorte, il y a eu des cibles que l'OMS a fait par rapport à la baisse de l'incidence de la tuberculose. On doit baisser l'incidence à peu près à 30 pour 100 000 habitants. En 2021, l'Afrique est à 31 pour 100 000 habitants, surtout au niveau de la mortalité. Maintenant, au niveau de l'incidence, surtout l'incidence qui reste toujours, à peu près, on doit baisser à 25 pour 100 000 habitants. L'incidence est toujours haute en Afrique. Maintenant, c'est quoi le mycobactérie? Le Mycobacterium tuberculosis, il est issu d'une grande famille des actinomystacées et qui a à peu près, au niveau des espèces, il y a les complexes tuberculosis et il y a les Mycobacterium atypiques et les Mycobacterium leprae. Donc, donc, c'est la famille des Mycobacteriacées, le genre c'est Mycobacterium, et il a des propriétés spécifiques qui fait que il se colore, la coloration est mise en évidence par la coloration de Zilnerson ou la coloration à l'oramine, et c'est pour cela, et lorsqu'on fait la coloration, il ne se décolore pas, ce qui fait qu'on dit que c'est un bacille acido-alcoolo-résistant. Mais il faut noter que toutes les mycobactéries ne sont pas des barres. C'est pour ça l'examen de crachat, la positivité de l'examen de crachat, des fois, on est en train de constater qu'elle n'est pas forcément égale à la tuberculose. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs familles de mycobactériacées. Maintenant, par rapport à la classification, vous avez les Mycobacterium tuberculosis qui est responsable de la tuberculose et le Mycobacterium leprae qui est responsable de la lèpre et les mycobactéries atypiques qui viennent coloniser des fois des séquelles ou bien qui surviennent chez des terrains immunodéprimés. Au niveau du complexe, vous avez plusieurs types de mycobactéries. Vous avez le Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch qui a été découvert par Robert Koch, et il y a le Mycobacterium bovis qui est responsable surtout de la tuberculose au niveau dont la transmission se fait par les animaux, surtout qui sont contaminés par la tuberculose à travers la boisson de lait non pasteurisée ou bien à travers la viande mal cuite. Il y a Maintenant, quels sont les modes de contamination? Et il faut savoir que
sur le plan, le patient qui contamine, c'est surtout les patients avec tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée. Et la voie de contamination la plus importante, c'est la toux, à partir desquelles le patient émet des gouttelettes et des fluides qui vont être inhalés par les contacts à côté du malade. Des fois, il y a l'éternuement à travers la parole, le chant ou les rires. Et il faut savoir qu'un patient contagieux non traité peut en moyenne contaminer environ par an 10 à 15 personnes par an. Et il faut savoir qu'une fois le traitement, vraiment si le bacille est sensible et que le patient est bien traité, il n'est pas contagieux après les 15 jours de traitement. La voie de transmission digestive est possible, mais rare, à travers la consommation de lait ou de viande des animaux contaminés par surtout les Mycobacterium bovis. Les facteurs de transmission, c'est surtout la concentration des gouttelettes infectantes dans l'air. Si elle est très importante, ça peut amener à... C'est pour ça la proximité, c'est un facteur de risque majeur. Et aussi la durée de l'exposition est un élément très important pour se faire contaminer par la tuberculose. Maintenant, la tuberculose, c'est que c'est comme sur ce diapo, la tuberculose, on dit everywhere we go. Partout, il y a la tuberculose, donc tout le monde est concerné par la tuberculose. Ce n'est pas auparavant la tuberculose non limite, c'est-à-dire que toute personne est concernée par la tuberculose. Ce n'est plus auparavant l'apanage des populations qui sont dans des conditions socio-démographiques défavorables, mais actuellement, les sujets riches avec des pratiques telles que l'alcoolisme et le tabagisme, ils sont aussi, ou bien les maladies immunodéprimantes, ou bien les cancers et autres, ou les traitements immunodéprimants qu'ils prennent, ça les expose aussi à faire la tuberculose comme chez les patients, les gens qui sont dans des conditions socio-démographiques défavorables. Maintenant, qu'en est-il de l'évolution? Une fois le patient est exposé, il y a d'abord l'exposition aux germes, surtout par la tuberculose pulmonaire contagieuse. Après, une fois le patient, le contact inhale le germe, il y aura une infection tuberculeuse qui va s'installer. Après, si les moyens de défense de l'organisme deviennent défaillants, il y a la maladie qui s'installe et s'il n'y a pas de traitement, ça peut aboutir au décès. Parmi les facteurs qui concourent à faire en sorte que l'infection qui est latente va évoluer vers la maladie, il y a surtout l'alcoolisme, le tabagisme, la malnutrition et les maladies comme ici cité à ce niveau-là. Maintenant, une fois l'organisme, d'abord, sur le plan physiopathologique, d'abord un organisme qui n'a jamais été en contact avec le BK, si on lui fait les réactions cutanées tuberculiniques, il va être négatif. Donc, une fois en contact avec le premier contact avec le BK, il y a une période creuse qu'on appelle la période anté-allergique. Donc, c'est une période qui peut aller jusqu'à 3 semaines à 1 mois, pour lesquels, même si on fait l'intradermoréaction, ça ne va pas être positif. C'est pour ça vraiment, il faut attendre au moins ça à peu près 8 semaines à peu près pour pouvoir faire l'intradermoréaction en cas de contact tuberculeux. Donc, une fois l'intradermo, il y aura une réaction de l'organisme qui va, donc l'intradermoréaction va être positive, mais le patient et l'organisme, la maladie est contrôlée, on parle d'infection tuberculose latente. Et il y a une forme de symbiose entre le germe et l'organisme. Et après, une fois que il y a une défaillance de l'immunité qui s'installe, le patient, la maladie prend le devant et ça devient
le patient va présenter des symptômes et également des signes cliniques et des signes radiologiques et qui vont vraiment avec la toux et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça va aboutir à la tuberculose maladie et le patient, des fois, si c'est la forme pulmonaire, le patient devient contagieux lui également. Maintenant, par rapport à la pathogénie, donc il y a l'inhalation du germe, il y a une primo-infection qui est asymptomatique dans 95% des cas, mais qui peut, selon que l'organisme est vraiment fort ou pas, donc le système immunitaire, s'il est défaillant, donc il peut aboutir directement, il y a une tuberculose aiguë qui s'installe dans 5% des cas. Sinon, l'infection tuberculose latente va s'installer pendant des années des fois, avant que, des fois, le système immunitaire contrôle la maladie. Il n'y a pas de maladie dans 90% des cas. Et dans 10%, il y aura une réactivation, surtout chez les patients avec immunodépression, une réactivation de la maladie pour pouvoir aboutir à la tuberculose en tant que telle. Maintenant, quelles sont les manifestations cliniques? Et il y a des signes généraux et des signes fonctionnels. Parmi les signes généraux, c'est l'asthénie, l'anorexie, c'est-à-dire que les signes d'imprégnation tuberculonique que nous connaissons tous. Et puis, les signes fonctionnels, c'est si c'est une tuberculose pulmonaire, il y a la toux chronique qui s'installe. Et si il est tardivement diagnostiqué, il y a des dyspnées et une hémoptysie qui va s'installer. À l'examen, on peut avoir des signes de condensation. L'examen est généralement pauvre, hein, mais néanmoins, on peut avoir des signes de condensation. Et s'il y a un syndrome d'épanchement pleural ou gazeux, il peut y avoir des syndromes d'épanchement, que ce soit liquidien ou gazeux, qui peuvent être objectivés avec l'examen physique. Donc, ces signes-là, surtout les signes d'imprégnation tuberculonique qu'on a vu ici, c'est que il faut savoir que c'est des signes qui peuvent évoluer plusieurs mois, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que que la maladie ne s'installe. Maintenant, comment faire le diagnostic? Sur le plan paraclinique, les prélèvements dans lesquels on recherche le BK, c'est surtout les crachats, si c'est la forme pulmonaire contagieuse. Il y a les liquides broncho-alvéolaires à travers la fibroscopie, les liquides pleurales et les liquides acides, le PU et les biopsies d'organes. Surtout si vous faites des prélèvements, il faut prélever une partie. On peut faire à l'anapathe, une partie on peut faire la recherche directe du bas et une partie on peut mettre en culture. Maintenant, par rapport à la microscopie, généralement en Afrique, les moyens diagnostiques qu'on utilise le plus, c'est la microscopie parce que, compte tenu de nos moyens économiques, c'est un examen, un outil de base qui est disponible dans tous les laboratoires et il a son utilité et qu'il permet de diagnostiquer les cas de tuberculose pulmonaire qui sont les plus contagieux et qui entretiennent la chaîne de transmission de la maladie. Donc, c'est pour cela, vraiment, parce que les programmes ont pour vraiment objectif de faire en sorte que tous les patients tuberculeux pulmonaires contagieux soient diagnostiqués et traités pour pouvoir arrêter la chaîne de transmission. La bacilloscopie permet également de faire le suivi du traitement. Les autres formes de tuberculose, comme au niveau, par exemple, la tuberculose osseuse, les tuberculoses, ce qu'on redoute pour le malade, c'est le décès du malade ou l'handicap que la tuberculose peut créer, mais pas la contagiosité en tant que telle. Donc, les résultats est à peu près en 24-48 heures et il a une meilleure efficience également. Maintenant, le recueil se fait généralement chez les patients. 2 crachats sont à recueillir en 2 jours. Donc, le premier crachat, c'est au contact du malade et le deuxième crachat, le lendemain, le matin, de bonne heure, parce qu'on pense que les crachats sont de qualité à ce moment-là.
Un deuxième examen qui est en train de prendre vraiment, on est en train d'avancer dans le cadre de l'installation du gène expert Mycobacteries Rift, c'est-à-dire que c'est les tests moléculaires. Et donc, c'est une amplification en temps réel, la PCR. Elle détecte l'ADN du complexe tuberculosis. C'est-à-dire que le gène expert est conçu de telle façon que s'il dit que c'est la tuberculose, c'est la tuberculose, et que c'est, même si c'est un petit doigt du BK qui est dans le crachat, le gène expert permet de le détecter. Et là où c'est très intéressant cet examen, il permet également de détecter la résistance à la rifampicine en même temps. Donc, alors qu'avec la bacilloscopie, on dit seulement que la personne est tuberculeuse, mais on ne peut pas dire qu'il est résistant ou il est sensible. Mais avec ça, on peut dire qu'il est résistant ou sensible. Le résultat est en 2 heures de temps, on a le résultat le plus souvent. Et là où, là où il faut comprendre, par exemple, parce que nous sommes tous des prestateurs, il faut qu'on essaie d'expliquer à nos collègues. Et par rapport, on peut utiliser le gène expert pour tout prélèvement, mais il faut que ce prélèvement ne soit pas souillé de sang. Parce que si c'est souillé de sang, comme c'est l'ADN que ça détecte, ça peut. Il y a aussi, il faut éviter qu'il y ait des débris alimentaires également dans le prélèvement. Et il convient à tous les niveaux de laboratoire, mais le problème qui se pose, c'est une machine qui est trop exigeante. Et les conditions surtout de stockage, donc il doit être au frais à tout moment. Et ce qui fait que des fois, dans nos centres de dépistage et de traitement, on ne peut pas mettre en place cet outil-là parce que les conditions ne sont pas réunies. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité H24, donc on ne peut pas mettre en place ce système-là. Et ça permet, le problème, c'est que ça ne permet pas de détecter les mycobactéries non tuberculoses. C'est pour cela, vous allez voir, si on fait la bacilloscopie, on a barre positif, mais on fait le gène expert, on voit MTB non détecté, parce que ce n'est pas le complexe tuberculosis, c'est les mycobactéries atypiques. Et il ne permet pas également de faire le suivi du traitement, parce que c'est l'ADN que ça détecte. Même si le bacille est mort, l'ADN est là. Donc, il va détecter l'ADN. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser cet examen-là pour faire le suivi de nos patients. On fait le diagnostic avec, mais on fait le suivi avec la bacilloscopie. Donc, comme je l'ai dit, c'est un appareil très exigeant qui nécessite de l'électricité H24. Maintenant, les autres examens, c'est la culture avec l'antibiogramme. Les milieux de culture, c'est surtout le milieu classique que vous connaissez, le milieu de Lovenstein-Johnson. Il y a aussi les cultures sur milieu liquide qui sont actuellement disponibles. Et ça permet de faire la certitude diagnostique. Mais le problème de la culture, c'est le délai qui est trop long. Ce qui fait qu'on ne peut pas attendre le résultat d'une culture pour mettre le malade sous traitement, sinon on risquerait de le perdre des fois. Il y a aussi d'autres examens tels que l'imagerie médicale qui aident dans le cadre du diagnostic de la tuberculose à bacilloscopie négative. La radio apporte des grands apports et le scanner pour les tuberculoses extra-pulmonaires, ça peut apporter avec surtout pour les mal de porte et autres. Voilà. Généralement, au niveau de la radio, comme vous le voyez sous cette image, les lésions sont généralement au niveau des segments supérieurs et postérieurs, des lobes, surtout les lobes supérieurs. Et surtout par le fait que c'est surtout au fait que le BK est vraiment un bacille aérobie strict. Il aime généralement les parties les plus ventilées. Maintenant, après ces généralités, nous allons voir les enjeux au niveau de la lutte en Afrique. Les enjeux de la lutte en Afrique, c'est surtout qu'est-ce qui fait que nous, au niveau de l'Afrique, on n'arrive pas à vaincre la tuberculose ou à maintenir les progrès réalisés dans le cadre de la lutte et à faire en sorte que vraiment cette lutte-là, on puisse la réussir. C'est surtout le problème, c'est que la tuberculose, c'est une maladie de la pauvreté.
c'est vraiment, et il est démontré que 25% 85% des tuberculeux vivent dans les pays sous-développés. Et qui parle de pays sous-développés parle de beaucoup. La majorité des pays sous-développés dans le monde se trouvent en Afrique, ce qui fait que c'est un facteur, la pauvreté, c'est un facteur qui entretient la maladie, malgré les stratégies de lutte. Tant que cette pauvreté persiste, il y aura des problèmes. Il y a également l'accroissement démographique avec l'extrême jeunesse de la population. L'Afrique regroupe beaucoup de jeunes et qui sont les bras valides et qui vont aller travailler. C'est eux les travailleurs dans les mines, dans des conditions socio-démographiques défavorables. Il y a également le fait que les migrations humaines à travers entre les pays et entre chaque, donc à l'intérieur de chaque pays, ou par exemple les trucs saisonniers, l'exode rural comme vous le connaissez, et pour aller chercher, et les gens, au cours de cet exode, les gens vivent dans des conditions très défavorables. Les réfugiés et les déplacés de guerre que vous voyez à travers beaucoup de conflits, à travers les conflits que nous connaissons en Afrique. En dehors de ça, il y a également l'épidémie du VIH. L'épidémie du VIH, l'Afrique, c'est un continent où vraiment l'épidémie du VIH a beaucoup, et cette épidémie a créé une recrudescence des cas de tuberculose du fait que l'immunodépression induite par le VIH est un facteur de risque de la tuberculose. Et la tuberculose, on le sait que c'est la première infection opportuniste par le VIH, et c'est vraiment aussi ces deux-là, c'est des couples mortels qui continuent à faire en sorte que la tuberculose et le VIH tuent beaucoup de bras valides en Afrique. En dehors de ça, il y a également l'insécurité dans toutes ses formes. Il y a l'insécurité alimentaire qui est due au changement climatique, qui fait que beaucoup de sécheresse, qui fait que les gens ne produisent rien du tout et se retrouvent dans des états de dénutrition sévère, qui est qui est un facteur favorisant la tuberculose. Il y a aussi l'ignorance avec certaines pratiques socio-culturelles que nous faisons, qui sont des facteurs de risque de la tuberculose. Il y a l'insécurité également à travers les conflits armés. Il y a plusieurs conflits qui sont en Afrique qui font que les gens se déplacent avec des conditions socio-démographiques défavorables. Il y a également l'insécurité financière. En Afrique, il y a beaucoup de cas il y a beaucoup de problèmes d'insécurité financière dû au fait qu'il y a beaucoup de chômeurs qui, des fois, soit ils n'ont pas d'emploi ou ils ont perdu leur emploi. Il y a également un facteur qui est la faiblesse de nos systèmes de santé. Donc, ici, il faut se dire que les priorités, il y a plusieurs priorités dans nos pays, ce qui fait que au niveau de nos pays, les dépenses sont orientées vers d'autres priorités que la lutte contre la tuberculose. Il y a la faiblesse des investissements dans le système de santé. Et il y a le manque de technologie. Comme je vous ai dit que des fois, les tests diagnostiques tels que le GeneXpert doivent être installés partout pour être tests de première intention, mais compte tenu du manque d'électricité et autres, on ne peut pas le faire. Il y a aussi la qualité des prestations, les formations, l'accueil, et tout ça là, c'est un facteur qui fait que on n'arrive pas à atteindre les objectifs par rapport à la lutte contre la tuberculose. Il y a le fait que nos pays sont fortement dépendants des financements extérieurs dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Et enfin la pandémie du Covid-19 qui a montré les limites de nos systèmes de santé
à la désorganisation de nos systèmes de santé et ça a entraîné, ça a fait en sorte que ça nous a retardé à peu près de 5 ans des acquis qu'on a eu à avoir dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Les autres facteurs, c'est surtout l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance qui font qu'on fait des pratiques socio-démographiques, socio-culturelles, pardon, qui nous exposent à la maladie. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'abus, surtout la population africaine est extrêmement jeune, ce qui fait qu'il y a des abus de toute forme, de drogue, le tabagisme, surtout avec le nouveau phénomène de la chicha et ou de la cigarette électronique et l'abus de l'alcool par la jeunesse. Maintenant, en dehors de ces enjeux, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la lutte en Afrique? Pour améliorer la lutte en Afrique, il faut surtout une réponse multisectorielle avec vraiment intégration de la tuberculose dans tous les programmes, les autres programmes de santé. Il faut également une bonne collaboration entre les programmes de lutte contre la tuberculose à travers des réseaux qui vont discuter ou qui vont essayer d'échanger des partages d'expériences avec des bonnes pratiques pour pouvoir aller de l'avant. Il faut également mettre en œuvre de nouvelles stratégies de recherche des cas en utilisant des tests de moléculaires comme tests initiaux et il ne faut pas rester classique dans le cadre de la lutte, c'est-à-dire qu'on fait un dépistage passif, on attend que les patients viennent vers nous, il faut aller vers eux à travers des stratégies telles que l'enquête autour de tous les cas contagieux, mais également le dépistage actif chez les populations vulnérables, surtout à travers la mise en place de la radio. C'est à cause du fait qu'il n'y a pas de moyens financiers qu'on a abandonné la radio au profit de la bacilloscopie. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a des tuberculoses au niveau radiologiquement diagnostiquées où tant que les lésions sont là, mais tant qu'il n'y a pas de communication avec les bronches, ça ne va pas aboutir à la confirmation bactériologique. Et également, il faut améliorer les mesures de contrôle de l'infection dans tous les établissements de santé, que ce soit public ou privé. Parce que des fois, nos centres de santé sont eux-mêmes, les conditions de travail sont des vrais propagateurs de la maladie. Certains services ne tiennent pas. Il y a beaucoup de promiscuité dans les services qui fait qu'il y a le risque de contamination et de propagation de la maladie. Il y a l'intensification il faut intensifier la thérapie préventive contre la tuberculose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers le traitement des infections tuberculeuses latentes pour éviter leur passage à la tuberculose maladie. Il faut qu'on adopte des schémas thérapeutiques courts et plus efficaces et plus sûrs pour pouvoir éviter le perdu de vue. Parce que plus les schémas sont longs, plus le patient va se décourager et il va abandonner le traitement. Il faut établir des partenariats solides avec le monde universitaire pour pouvoir faire la recherche opérationnelle, surtout dans le cadre de la tuberculose, pour voir quelles sont les nouvelles stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir d'abord vraiment améliorer le dépistage, mais surtout réduire le taux de décès. Il faut qu'il y ait un nouveau vaccin. Le BCG a montré ses limites. Un nouveau vaccin contre la tuberculose qui va protéger. Surtout, c'est très important. Les recherches sont en cours. On pense que ça peut aboutir. Toujours parmi les perspectives, il faut une mobilisation des ressources conséquentes pour la lutte. Il ne faut pas qu'on laisse la lutte contre la tuberculose à des partenaires internationaux. Il faut que les États s'assument devant la lutte et il faut que les programmes fassent des plans stratégiques nationaux bien chiffrés qui vont être financés sur le plan national comme sur le plan international. Il faut faire le renforcement des cadres réglementaires nationaux à travers la mise en place des cadres juridiques surtout et des collaborations multisectorielles. Il faut établir une coalition solide avec la société civile
et les communautés pour pouvoir faire en sorte que les communautés nous aident à travers les relais communautaires à orienter tous les cas de tousseurs chroniques et nous aider dans le cadre de la sensibilisation de la population. Parce que beaucoup de décès liés à la tuberculose sont dus à l'ignorance et qui fait que les patients s'orientent vers les tradis praticiens et avant de venir au niveau des centres de santé, des fois au stade de complications. Il faut avoir la participation du secteur privé dans la lutte. Il y a beaucoup de cliniques privées qui sont là et qui doivent être intégrées dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Il faut faire la promotion de la protection sociale et la réduction de la pauvreté et les déterminants sociaux. Vous avez vu que la tuberculose, ce n'est pas seulement l'apanage de la santé. Et tant qu'on n'a pas réduit la pauvreté en Afrique, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut étendre la couverture de protection sociale dans le cadre, au-delà du diagnostic et de la gratuité du traitement. Parce que beaucoup de pays ont dit que le diagnostic est gratuit et le traitement est gratuit, mais en pratique, les patients dépensent des coûts catastrophiques liés à cette maladie. Donc, il faut aller vers la couverture santé universelle pour pouvoir réduire les coûts catastrophiques supportés par les patients et leurs ménages. Et il faut surtout lutter contre la pauvreté et les autres facteurs de risque en adoptant l'approche de la santé dans toutes les politiques en Afrique. Il y a également la promotion d'une approche sur les droits de l'homme, parce que surtout, il faut élaborer des politiques et surtout des lois pour protéger les droits de l'homme et la dignité des malades présumés de tuberculose et leurs familles. Parce qu'il faut beaucoup, surtout, protéger les patients contre la stigmatisation et la discrimination. Parce que c'est des facteurs qui peuvent contribuer à faire en sorte que les patients ne viennent pas au traitement. Donc, après cette long exposé, excusez-moi du temps que j'ai pris, donc je conclus en disant que la tuberculose reste encore un problème, un véritable problème de santé publique en Afrique et dans le monde. Et beaucoup de progrès ont été réalisés. Vraiment, l'Afrique a fait beaucoup de progrès, mais le chemin reste. Et avec la COVID-19, ça a beaucoup fait en sorte que beaucoup de progrès qui ont été réalisés ont été annihilés par cette pandémie de la COVID-19. Donc, pour réussir la lutte en Afrique, il faut vraiment une intégration, une bonne intégration de la lutte contre la tuberculose dans les autres programmes et une multisectoralité de cette lutte-là. Il ne faut pas rester classique, il faut innover dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et surtout, il faut des actions connexes. Surtout, il faut agir sur la pauvreté, il faut agir sur l'ignorance, il faut agir sur les manques d'emploi et c'est seulement à travers ces voies-là que nous pouvons atteindre les objectifs NTB des objectifs mettre fin à la tuberculose d'ici 2030 en Afrique. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à vous. Belle présentation. Vraiment, Dr Soumana a tout dit. Et que si j'en résume en 3 parties, il a parlé de l'ampleur du problème et aussi comment faire les diagnostics, les progrès qui ont été faits en termes de diagnostic, de la microscopie aux gènes experts et aussi les traitements, les nouvelles molécules et surtout les nouvelles molécules à viser tuberculose multirésistante et les problèmes rencontrés au niveau des pays en voie de développement, notamment l'Afrique, et les enjeux ont été évoqués. Et parmi ces enjeux, on sait qu'il y a la pauvreté, surtout dans les pays en
en voie de développement. Il a parlé de l'accroissement démocratique et aussi la faiblesse du système de santé. Dans ces perspectives, il dit de promouvoir la lutte antituberculeuse, la collaboration intersectorielle, la couverture sanitaire universelle et aller jusqu'à à l'assurance universelle et protéger surtout les droits de l'homme. Et il a conclu que la tuberculose reste un problème de santé publique et qu'il y a eu beaucoup de progrès en Afrique et l'intégration et la multisectorialité qui va nous permettre d'aller vers la fin de la tuberculose à l'horizon 2030. Je pense qu'il a tout dit. Il a parlé de la tuberculose au niveau mondial et au niveau africain. Et voilà un peu sa présentation. Nous les remercions très sincèrement et nous attendons les différentes questions pour pouvoir répondre à l'assistance. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, merci professeur pour cette synthèse. Effectivement, il y a des questions au niveau du chat qui ont été posées par message. Je ne sais pas si vous les recevez. Au niveau du chat, il y a des questions posées. Oui, oui. Bon, il y a quelqu'un qui dit, pour le traitement, y a-t-il des recommandations sur la durée du traitement antituberculeux en cas de mal de pote? C'est-à-dire, quelle est la durée du traitement de la tuberculose en cas de mal de pote, c'est-à-dire tuberculose vertébrale? Professeur, je réponds directement ou bien Oui, je pense qu'il vaut mieux répondre directement. Et pendant qu'on répond à la première question, peut-être il y aura une deuxième question. Ok, merci à tous les participants. Vraiment, merci professeur pour l'appréciation de notre présentation également. Donc, par rapport au mal de pote, surtout, le traitement, ce n'est pas le traitement classique de la tuberculose pulmonaire, et c'est parce que c'est une maladie et une tuberculose particulière, qui est localisation particulière. Donc, il est recommandé le traitement de 9 à 12 mois, ce qui est recommandé sur le plan international, de 9 jusqu'à 12 mois, en fonction de l'évolution du patient. Voilà. Il faut évaluer le patient progressivement et c'est vraiment une prise en charge qui doit être multidisciplinaire, excusez-moi, multidisciplinaire. C'est-à-dire que le pneumologue aura son mot à dire, le neurochirurgien ou le neurologue aura son mot à dire pour que vraiment, il ne faut pas seulement diagnostiquer et envoyer dans les services, il faut suivre l'évolution de non seulement par rapport, le pneumologue va voir par rapport aux médicaments, les effets secondaires et autres, et le neurologue va évaluer l'état des patients, est-ce qu'il est en train de s'améliorer ou pas. Et je souhaite que cette collaboration entre et il y a aussi les traumatologues les chirurgiens qui peuvent intervenir pour pouvoir réparer les séquelles des fois qui sont importantes. Voilà ce que j'ai à répondre ici. Je vous remercie. OK. Merci pour les réponses pertinentes, concises et précises. Nous pouvons passer à d'autres questions. Je lis ici, merci pour cette présentation riche. J'aimerais savoir si possible de nous envoyer le support par mail. Ça, ce n'est pas une question, mais c'est une sollicitation. Exactement. Toutes les présentations en webinaire seront disponibles sur la chaîne YouTube du REPREMAF, qui est en ligne. Merci, professeur. OK. Donc, voilà. Quels sont les facteurs associés au profil de résistance du complexe tuberculeux face au traitement première et deuxième ligne? Merci pour la question. Par rapport généralement, au niveau de
les facteurs associés au profil de résistance, il y a il y a des facteurs qui sont liés non seulement au programme même en tant que tel, il y a des facteurs qui sont liés à l'organisation des soins au niveau des structures et il y a des facteurs qui sont liés aux patients. Donc, si je prends par exemple le programme, c'est surtout par exemple un programme qui est mal organisé, où il n'y a pas de directive, il n'y a pas de protocole bien défini pour pouvoir faire le traitement. Là, si on dit tout le monde fait sa cuisine, tout le monde fait ce qu'il veut, là, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça vraiment le respect des directives nationales données par le programme dans le cadre de la prise en charge des patients, c'est très, très important. Je pense que les collègues qui sont en train de me suivre vont prendre tout cela en compte parce que c'est quelque chose de très important. Maintenant, il y a également les médicaments qui sont utilisés. Est-ce que c'est des médicaments de qualité? Est-ce que le stockage est bien fait? Tout ça, là, c'est des éléments très importants également. Maintenant, au niveau des services, les services, c'est surtout l'organisation des services. Parce que si les services de prise en charge sont mal organisés, de telle façon que le malade peut venir, il n'a pas son traitement, ou l'accueil est mal fait, ou il y a eu beaucoup de problèmes, des ruptures au niveau de ces services, ça fait en sorte que le malade va se décourager, des fois il ne va pas venir. Il y a également les facteurs liés aux patients. Parmi les facteurs liés aux patients, c'est surtout l'inobservance du traitement. Les patients qui ils commencent le traitement, ils se sentent mieux, ils arrêtent le traitement. Ça, c'est très dangereux. Et c'est un facteur qui va être à risque pour pouvoir développer des résistances. C'est en dehors de l'inobservance du traitement, il y a également certains problèmes organiques tels que les gens qui ont des problèmes de malabsorption ou des patients qui ont des problèmes ou des patients qui ont des problèmes d'effets secondaires, d'effets indésirables. Les patients qui ont des problèmes d'effets indésirables qui les conduisent à arrêter leur traitement d'eux-mêmes sans aviser. Parce qu'il y a des fois des patients que si le traitement leur fait des effets neurologiques, par exemple, ou des effets, des anémies à répétition, ou des problèmes rénaux, ou les problèmes hépatiques, ou des problèmes digestifs tels que les vomissements, les diarrhées, vomissements, ils vont arrêter leur traitement sans aviser les gens et ça peut conduire à des problèmes de résistance. Voilà en un mot quelques éléments que je peux apporter comme réponse à ces facteurs associés voilà. Merci beaucoup pour ces questions. On a une autre question qui dit donner un titre à la bonne pratique de la lutte contre la tuberculose. Quel est le nom qui décrit le mieux la bonne pratique? Et la bonne pratique, j'ai pas bien cerné la question, professeur. Excusez-moi. C'est une question un peu qui ressemble un peu à une boutade. Hein. Donner un titre à la bonne pratique de la lutte contre la tuberculose. Et quel est le nom qui décrit le mieux la bonne pratique? Mais la bonne pratique en matière de tuberculose, c'est vraiment le bon diagnostic et le bon traitement. Oui, effectivement, c'est ça. En plus de ça, il faut un diagnostic précoce. Un diagnostic précoce pour éviter des séquelles de tuberculose, pour éviter une augmentation de la létalité. Donc, le nom qu'on peut donner à cette bonne pratique, c'est de, comme tu l'as dit, c'est de dépister tôt et mettre les malades sous traitement et le bon traitement. Je pense que voilà les ébauches de réponses à cela. D'autres questions? Il y a quelqu'un, j'aimerais savoir s'il existe une étude récente sur la tuberculose pulmonaire en Afrique durant ces dernières années.
Bon, par rapport à études récentes, bon, je n'ai pas d'article en tant que tel. Peut-être les universitaires que vous êtes professeurs, vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Oui, effectivement, mais il y a des rapports. Ça, c'est une très belle question. Il y a des rapports Effectivement, qui il y a sortent chaque des année. études. Moi, je pense que ce n'est pas que des études qui sont publiées dans des revues scientifiques. Les rapports annuels de chaque pays est une étude. Chaque pays élabore un rapport annuel. Moi, je pense que c'est la première étude. Et à travers ces rapports annuels, nous pouvons publier. Il y a plusieurs études. Il y a plusieurs études dans les pays. Même les thèses qu'on soutient par rapport au cursus des étudiants sont des études. Donc, il y a une multitude. Moi, je vous invite aussi de consulter la revue de pneumologie tropicale, où vraiment 70 à 80% des articles sont attraits à la tuberculose. Je pense qu'il y a plusieurs études et on peut avoir des informations pays par pays. Et c'est ce que je voulais ajouter. Et aussi, quelqu'un nous dit les algorithmes de décision thérapeutique de la tuberculose, des cas de mise sous traitement varient tels dans nos pays. Moi, je pense qu'au niveau de tous les pays, il y a des algorithmes qui sont validés dans les protocoles nationaux de prise en charge. Et il faut vous référer au protocole de votre pays pour vous adapter à ce protocole-là. Moi, je pense que c'est la réponse que je peux donner. Voilà. Oui, effectivement. Vous voyez, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose sont chapeautés par l'OMS. Et derrière ça, il y a le Fonds mondial qui nous appuie. Et l'OMS propose des recommandations et des algorithmes à la portée des pays, surtout les pays à faible revenu. Et nous sommes dans ces canevas et dans ces cadres, et tous les pays utilisent. Et concernant la tuberculose sensible et la tuberculose multirésistante, il n'y a pas de différence significativement statistiquement significative par rapport à tel ou tel pays. Je pense que c'est harmonisé et l'OMS régularise ça. L'OMS fait la régulation et les médicaments ne diffèrent pas. C'est des associations à dose fixe, aussi bien que les médicaments du traitement sensible et en plus des médicaments de la multirésistance. Je pense que c'est la réponse. Et d'autres questions, peut-on faire une étude de modélisation pour déterminer l'impact? Bon, l'impact de la lutte ou bien c'est parce que c'est surtout ça. Moi, je comprends, je lis impact de la lutte. Hein? L'impact de la lutte. Voilà. Donc, chaque fois, il y a des évaluations au niveau parce qu'au niveau de nos indicateurs, nous avons des indicateurs d'impact qui sont évalués pour voir est-ce que nous sommes en train de réussir ou pas. Par exemple, par rapport à ces indicateurs d'impact, nous avons l'incidence de la tuberculose. Chaque pays, on évalue l'incidence de la tuberculose et il y a également l'incidence de la mortalité de la tuberculose. Et on fait, selon des cas, des patients, la mortalité chez les VIH positifs et chez les VIH négatifs. Et au niveau de l'incidence, on essaie de voir est-ce que le pays est en train de réduire les cas de tuberculose à travers une baisse considérable de son incidence. Parce que c'est pour ça, les objectifs NTB sont même définis sous cet aspect-là. Il y a le fait de baisser. Il y a 3 objectifs principaux. C'est non seulement baisser l'incidence de la tuberculose pour l'amener jusqu'à inférieur à 10 par 100 000 habitants d'ici 2030 ou 35. Il y a également baisser la mortalité liée à la tuberculose pour la ramener à moins 5 pour 100 000 habitants et faire en sorte qu'aucune famille ne supporte les coûts catastrophiques liés aux dépenses liées à la lutte contre la tuberculose. Il faut que ces dépenses soient 0%. Donc, c'est vraiment des trucs qu'on suit. L'OMS est en train de les suivre. Dans chaque pays, on fait l'évaluation et à travers le profil de pays de chaque pays,
vous allez voir d'où le pays est parti et où il est actuellement par rapport à la lutte et par rapport à ces aspects que je viens de dire. Voilà. Merci, professeur. Allô? Oui. Je pense que on a quelques secondes. Il y a des questions écrites là-bas. Et dans le chat là. Ouais, vous entendez? Oui, professeur. La personne dit, j'aimerais savoir si la pandémie à Covid a eu un impact sur la tuberculose du point de vue signes cliniques, moyens de diagnostic, les images radiologiques, localisation des lésions, durée de la prise en charge, issue du traitement. C'est tout simplement est-ce qu'il y a un impact négatif, bien sûr, sur la lutte anti-tuberculose. Oui, et donc merci professeur et merci pour la question. Et la COVID-19 a eu des impacts négatifs, mais également il a eu des impacts positifs aussi, moi je peux le dire. Je me permets de le dire parce que à travers la COVID-19, il y a eu la désorganisation des services, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été réorientés de la tuberculose vers la COVID-19 qui a fait que le taux de détection a baissé et d'à peu près moins 18% par rapport à 2012. Là, en 2020, le cas de notification a baissé considérablement. Et la COVID-19 a contribué également à augmenter le taux de mortalité lié à la tuberculose. Ça, c'est l'impact négatif. Et par rapport aussi, bon, au niveau de la clinique, il y a une ressemblance des symptomatologies des fois. Et il y a eu beaucoup de cas. Nous, on a fait une étude au Niger où on a essayé de faire le diagnostic systématique de la tuberculose chez les cas de COVID et nous avons eu des cas de co-infection TB-COVID. Ce qui fait que devant tout cas de COVID, il faut être très prudent. Il faut éliminer également la tuberculose. Les symptomatologies sont les mêmes. Des fois, le fait que la COVID fait baisser l'immunité de la personne, il va faire réveiller une tuberculose latente qui est là, ce qui fait que les services qui vont s'occuper de la prise en charge de la COVID doivent essayer de faire en sorte qu'il faut rechercher chez les patients chez qui, malgré le traitement bien conduit de la COVID-19, la symptomatologie persiste. Moi, je les encourage à rechercher la tuberculose si il n'est pas. Maintenant, l'impact positif de la COVID. Du moment qu'à travers la COVID, on a eu à mettre en place des méthodes barrières. Ces méthodes barrières ont beaucoup contribué à la réduction de la transmission de la tuberculose à travers le port des masques, à travers des fois les distanciations, distanciations physiques ou quoi là, on appelle ça, excusez-moi. Donc, ça a beaucoup contribué à faire. Et maintenant, la COVID a fait aussi qu'il y a un réflexe devant la toux. Chaque personne qui tousse, les gens le regardent autrement, de telle façon qu'il est obligé d'aller se faire diagnostiquer, se faire traiter, s'il veut se sentir à l'aise dans la communauté. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la question. Merci, professeur. Allons lire la dernière question. Quels sont les critères de diagnostic d'une tuberculose péritoniale? Ça serait la dernière question. Voilà. Ok, merci, professeur. Et par rapport aux critères diagnostiques, les premiers éléments que j'ai toujours, peut-être, professeur, vous pouvez me compléter, hein, parce que vous êtes avant tout notre maître. Donc, par rapport à la tuberculose péritoniale, le premier élément, il faut chercher la notion de comptage TB avec, dans le cadre de la... Deuxième élément, il faut rechercher les signes d'imprégnation tuberculeuse chez le patient. Troisième élément, si c'est une tuberculose péritoniale, l'échographie peut donner
des images granulomateuses au niveau du péritoine qui sont sous forme de galettes, on les appelle. Et s'il y a une acide associée, il faut faire le prélèvement et faire non seulement le Rivolta, mais également tous les critères de l'aide qu'il faut appliquer. Il faut également faire le gène expert et, si possible, la culture de ce liquide-là. Et ce qui est très important, le dernier élément, vraiment faites tout pour éliminer d'autres diagnostics tels que les cancers, surtout chez les sujets âgés. Chez les sujets tabagiques, il faut tout faire pour éliminer les cancers ou les métastases des cancers avant de se dire que je vais prendre la décision de mettre sous traitement. Parce que c'est des critères comme ça. Et si on prend la décision de traitement, il faut suivre l'évolution du patient. Il ne faut pas laisser le patient à son sort pour dire que, parce que, excusez-moi, hein, surtout nos collègues gastro, nos collègues internistes, les collègues d'autres spécialités, c'est comme si c'est des diagnostics bon débarras. Excusez-moi du terme, mais il faut qu'ils essayent de faire en sorte que vraiment le patient soit suivi pour qu'on voit par rapport à l'évolution de la maladie, est-ce que le malade est en train de s'améliorer ou pas. Voilà la réponse que je voudrais dire à cette question. Merci. Ok, je pense que si vous le permettez, les timings qu'on nous avait donnés est presque à terme et que vraiment nous avons fait presque le tour de la question et nous remercions sincèrement l'orateur, le présentateur pour sa brillante présentation. Je pense qu'on a fait aujourd'hui le tour avec des rappels physiopathologiques, les rappels sur le traitement, l'algorithme du traitement, l'ampleur du problème, l'enjeu, les perspectives, rien à dire. Vraiment, j'ai apprécié à son juste titre votre présentation. J'ai été agréablement surpris de la qualité, vraiment de la qualité scientifique de votre travail. J'espère qu'à travers les réseaux, nous allons perpétuer ces genres de formation continue et mettre à la disposition du public. Et en tant que modérateur, je pense qu'il faut remercier encore, réitérer nos remerciements et notre gratitude au réseau et aussi notre coordinateur du programme de lutte contre la tuberculose du Niger, en même temps membre et aussi consultant de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Sur ce, vraiment, je vous remercie et je laisse la parole aux organisateurs. Merci. Merci, professeur. Merci pour les mots aimables et merci à tous pour vraiment tout ce que les appréciations que je vois à travers le chat. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très ému. Merci au réseau qui m'a permis de faire cette présentation aussi. Merci à vous tous. Merci. Oui, professeur, merci beaucoup. Et c'est à nous de vous remercier vraiment pour votre disponibilité. Malgré vos différentes responsabilités et occupations, vous avez spontanément accepté de modérer ce travail. Et aussi, nous remercions beaucoup notre collègue Dr Alfazazi, le coordinateur national du programme de lutte contre la tuberculose ici au Niger. Et vraiment, on remercie également nos collègues et confrères qui sont actuellement en ligne, donc de plusieurs pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Et ça fait plaisir de se retrouver comme ça. Je pense que tout à l'heure, on parlait de Covid, c'est l'une des leçons apprises de Covid, d'ailleurs, l'utilisation du net pour faire le transfert des compétences. Donc, nous vous remercions vraiment beaucoup. Et quoi qu'on dise, les maladies infectieuses et dont la tuberculose doivent nous préoccuper en tant qu'Africains parce que c'est le quotidien, c'est ce qu'on voit et c'est des pathologies transversales, comme l'a dit Dr Fazazi. Donc, professeur, on va vous passer la parole pour le mot de fin afin de clore cette séance de webinaire. Pour la présentation, elle sera bien sûr sur YouTube. Disponible bien sûr. En tant qu'organisateur de clôturer, hein? Moi je suis modérateur. Professeur, je vous donne l'amabilité de clôturer cette session. Voilà, et j'aimerais bien rappeler que nos premiers cours de sémiologie
de pneumologie, nous l'avons appris avec vous, professeur. Ah, On se merci. rappelle encore. On se Merci rappelle beaucoup. encore, c'est avec vous qu'on a appris c'est quoi la dyspnée. Donc, Ok. c'est quoi l'hypocratisme digital. Merci. Et vraiment, ça fait Merci. plaisir des années plus tard de vous rencontrer encore. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous laissez. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense, comme je l'ai dit au départ, hein, nous sommes toujours disponibles, nous resterons toujours disponibles en tant qu'agents de santé, prestataires de soins et aussi universitaires, enseignants-chercheurs. Donc, c'est ces événements pareils que nous devons soutenir et supporter, surtout aussi à l'interface comme ces réseaux qui nous donnent l'opportunité de discuter, d'échanger et surtout de mutualiser nos efforts parce que 2030 est demain et on nous dit d'éradiquer. Moi, je pense que l'espoir est permis et on est en mesure, hein, en tout cas, d'éradiquer la tuberculose d'ici 2030, malgré beaucoup d'événements, des conflits ici et ça et là. Je pense que l'espoir est permis et l'espoir est posé sur nous, la jeunesse, hein, pour pouvoir arriver à bon point et pour pouvoir éradiquer cette pathologie. Je pense que les enjeux sont clairs, les perspectives sont supportables et nous pouvons le faire. Et à travers les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose de chaque pays et soutenus par les différents coordinateurs, je pense que c'est intéressant. Et aussi, nous saluons tous les partenaires qui appuient les différents programmes, à commencer par l'OMS, les Fonds mondiaux, l'Union, d'autres organismes, hein, comme Action Damien et j'en passe. Je pense que c'est une mutualisation globalisée dans un monde globalisé. C'est très intéressant et je pense que la lutte anti-tuberculose, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, arriver vraiment à l'amplitude et aussi le slogan de NTB à l'horizon 2030. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, merci, professeur. Merci. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir, professeur. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Bon week-end. Merci à vous. Merci.